couverture médiatique frénétique en France, mais aussi à l'étranger. Et c'est à minuit aussi que commencera donc une nouvelle période, celle de l'attente, celle de la réflexion pour beaucoup de Français toujours indécis. Le début d'une surveillance qui s'annonce aussi serrée, du respect de la loi électorale par les médias et par les réseaux sociaux en particulier. Une dernière occasion donc pour nous, ici à France 24, dans le débat, de regarder en avant vers le vote et en arrière sur une campagne qui a fasciné autant à l'étranger, semble-t-il, qu'en France. C'est pour cela que nous avons réuni ce soir des éditorialistes étrangers que nous avons invités au plateau de France 24 pour en discuter. Paul Taylor, qui est du service Europe Reuters, rédacteur en chef en fait du service européen de Reuters. Stéphane Simon, qui est correspondant du Der Spiegel Online à Paris. Aussi Alberto Toscano, correspondant à Paris pour l'Agenzia Giornali Associati. Quelle prononciation voilà. Je craignais le pire, j'en excuse. Et puis nous avons aussi le plaisir de recevoir un éditorialiste français, Christian Macarian, directeur adjoint de la rédaction à l'Express, aussi un habitué de nos studios, un ami de France 24. Merci beaucoup à vous d'être là. Je vous propose de faire, puisqu'on en a encore l'occasion, un petit point sur le dernier sondage Ipsos. On peut en parler jusqu'à minuit ce soir. Il montre donc François Hollande avec 29% des intentions de vote, Nicolas Sarkozy 25,5%. Alberto Toscano, c'est sans doute une des choses qui a tant fasciné à l'étranger dans cette campagne, c'est quelque part la concordance de ces sondages. On semble inévitablement se diriger vers un deuxième tour, déjà Sarkozy-Hollande, et sans doute vers la fin de l'ère de Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est quelque chose qui marque les esprits. Vous êtes en train de révéler les résultats. Voilà, déjà. Non, vous êtes... Cette fin d'ère annoncée de Nicolas Sarkozy, c'est quelque chose vraiment qui fascine à l'étranger. C'est la chose fondamentale de cette élection vue d'Europe et vue du monde. Le personnage Sarkozy avait fasciné la France et fasciné l'Europe. Un personnage qui a fait beaucoup de promesses, qui a dit des choses, même justes, il y a 5 ans, qui a séduit. Et comme la personne qui séduit beaucoup et qui déçoit, à la fin, cette personne paye un prix. Paye un prix, et dans le cas de Nicolas Sarkozy, le prix risque d'être très lourd. Parce que perdre le pouvoir, ne pas être réélu après seulement 5 ans de pouvoir, dans la France de la Ve République, où le président de la République a une institution presque sacrée, presque royale, presque régale. Alors, perdre le pouvoir comme ça pour Nicolas Sarkozy est une humiliation, je pense, terrible aussi sur le plan personnel. Paul Taylor, c'est exactement ça. Dans un système aussi présidentiel que celui qu'on a en France, c'est toujours un moment très important, avec en plus un personnage, celui de Nicolas Sarkozy, qui s'était beaucoup fait voir sur la scène internationale, qui avait été très actif, qui attirait déjà beaucoup l'attention à l'étranger. Tout à fait. Et c'est quelqu'un qui aura marqué sur le plan international, à la fois dans le couple qu'on a appelé Merkozy, avec la chancelière Merkel, qui était sans doute dominante, mais peut-être moins hyperactive que le président Sarkozy, dans la crise européenne. Au moment de la grande crise financière de 2008, où il se trouvait qu'il était président en exercice de l'Union européenne, et donc il a eu à représenter l'Europe, et il a été un des instigateurs de ce machin qu'est le G20, cette tentative de mettre autour de la table les grandes puissances économiques, y compris les émergentes. Aussi, sans doute, se souviendra-t-on de l'intervention militaire en Libye, ce qui ne semble pas maintenant impressionner les électeurs français du tout, mais quelque chose que... plus les électeurs libyens. Les électeurs libyens, oui. Et donc, bon, tout ça, apparemment, en même temps, il faut dire que c'est très difficile de tenir le pouvoir en Europe aujourd'hui, que 14 des chefs d'État et de gouvernement en Europe, des 27, ont déjà changé depuis 3 ans. Donc, depuis le début de cette crise, donc il serait le 15e, et très peu se sont maintenus, essentiellement en dehors de la zone euro. A été réélu le Premier ministre de Suède et le Premier ministre de Pologne. C'est à peu près tout. Tous les autres ont été balayés par la crise, donc c'est pas tellement étonnant. Mais ce qui est étonnant, je pense, pour moi, c'est à quel point le président Sarkozy semble avoir joué et perdu sa réélection avant même d'avoir vraiment pris ses responsabilités de président dans la manière dont il a fêté sa victoire, les premiers gestes qui ont été des gestes qui ont braqué les Français
et qui reviennent maintenant comme autant de retours de bâton. Et on parle du restaurant Fouquet's où il a dîné avec ses amis et soutiens milliardaires. On parle du yacht où il a passé quelques malheureux jours avec son ex-épouse pour fêter sa victoire, etc. Et on parle de la manière dont sa propre vie personnelle a été exposée dans la première année où il a changé d'épouse. Et tout ça, finalement, lui est maintenant compté au moment de l'élection. Christian Macarian, des choses qui n'ont jamais été tout à fait pardonnées par l'électorat français, par les éditorialistes français peut-être, mais c'est aussi, selon les sondages, ce qu'annoncent les sondages, c'est aussi le retour donc, au pouvoir des socialistes après 17 ans. Donc ça n'est pas juste la fin d'une ère, c'est aussi, après toutes ces années où le pouvoir leur semblait tellement loin, un retour vers le pouvoir socialiste. Oui, et un retour, s'il a lieu, extrêmement massif, puisqu'il faut compter avec la quasi-totalité des régions, toutes les grandes villes, à l'exception de Marseille et Bordeaux, qui est un cas particulier, mais le Sénat, grande nouveauté, et c'est la première fois, personne n'en parle, mais c'est vraiment dommage, au cours de la Ve République, que le Sénat est passé à gauche. Une grande ville comme Paris, qui a l'air maintenant installée à gauche, il y a un pays qui incontestablement aussi penche vers la gauche. Il y a également tout le milieu intellectuel et médiatique, je crois qu'il faut le dire. Mais néanmoins, moi je voudrais qu'on joue à un petit jeu, à savoir que essayons de faire comme si on était en démocratie et d'imaginer qu'il y ait des élections. Et d'imaginer que ce sont les électeurs qui décident et pas les commentateurs politiques. Auquel cas, je voudrais, dans le cadre de ce jeu, rappeler quand même que ce sondage que vous nous avez montré tout à l'heure en est un. Il y en a un autre qui date de cet après-midi, tard dans l'après-midi, qui les donne tous les deux à égalité. Donc je pense qu'il faut rester prudent. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire. Il est incontestable qu'il y a un faisceau d'indices convergents en faveur de la gauche de façon massive. Il est incontestable que Nicolas Sarkozy a commis une erreur majeure qu'il a lui-même confessée ce matin et qui se résume au fait qu'il a désacralisé la fonction, ce que les Français ont détesté. Il est incontestable que François Hollande a réussi un point crucial dans sa stratégie, c'est à transformer l'élection présidentielle en référendum pour ou contre Sarko. Ça, c'est bien joué, et ça fait 6 mois qu'il tient ce cap. Ça, c'est plutôt fortiche de la part de François Hollande. Néanmoins, je considère qu'il faut encore rester prudent. Stéphane Simon, donc on a parlé de ces sondages qui montrent donc l'écart entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Les deux se disputeraient donc la première place. Ce qui a aussi rendu cette campagne électorale aussi intéressante à l'étranger comme en France, ça a été cette bataille pour la 3e place. C'est une des choses qui l'a rendue d'autant plus intéressante. Disons que c'était la seule surprise, dans une campagne qui autrement était quand même atone ou, comme on a dit dans beaucoup de nos confrères, ennuyeuse. C'est-à-dire on est resté tellement dans un débat très technique soit sur l'économie, ou alors sur des petites choses, des petits sujets à part, comme la LAL, ou récemment encore le permis de conduire, ce qui donnait, disons, le cadre de crise dans lequel nous nous trouvons. C'est quand même étonnant. Alors, c'est vrai, il y a surtout Marine Le Pen pour le Front National, et encore davantage Jean-Luc Mélenchon du Front de gauche, qui a quand même épicé un petit peu cette campagne qui était à la traîne. Et puis, il a su mobiliser, je crois, cette partie des Français en révolte, qui ne se voit pas représentée par ce cap plutôt sociodémocrate de François Hollande, et qui sont plutôt dans une tradition peut-être jacobine, et qui se retrouvent dans cette rhétorique très flamboyante. Encore, il faut dire qu'au point de vue contenu, on se demande si Mélenchon aurait une chance même de réussir, même pas 10% de son programme. Mais en parlant de justement de ce point rhétorique, écoutons un petit moment donc le candidat du Front de gauche, Monsieur Mélenchon. La France s'est réveillée. Un monde va s'écrouler. Le feu a pris à la plaine et il leur grille les fesses.
Le peuple qui a défendu bec et ongle, à force de résistance, de jours de grève, qui a défendu son immense conquête, cet acquis de civilisation qui est la retraite à 60 ans et qui ira la chercher avec des fourches pour la ramener. Jean-Luc Mélenchon, dans toute sa splendeur. Une des choses aussi qui intéresse de l'extérieur Paul Taylor, c'est cette rhétorique, d'autant plus avec ce temps de parole, c'est dont on parlera aussi, qui fait que nous avons entendu autant de tous les candidats, cette égalité du temps de parole, qui donne l'impression que c'est un étranger débarqué en France en pleine campagne électorale, où il pourrait penser que c'est un pays révolutionnaire, vraiment, qu'il y en a partout, et que ce sont eux qui se présentent aux élections. Et que c'est quelque chose qui répond aux Français, puisqu'on a parlé des sondages qui mettent tout de même Jean-Luc Mélenchon à 14% des intentions de vote. Alors, je pense qu'il y a évidemment toujours eu, et depuis, dans la Ve République, parfois plus que maintenant, des partis de protestation. J'ai regardé ce matin les résultats de l'élection 2002, premier tour. Les partis, ce que j'appellerais de protestation eurosceptique d'extrême droite, d'extrême gauche, ont totalisé plus de 42%. Actuellement, dans les sondages, cette année, ils sont à peu près 34%. Donc, ce n'est pas, disons, le record, mais ce qui est quand même frappant, c'est la manière dont Mélenchon a pu capter cette espèce de révolte, ce sentiment. C'est aussi sans doute une nostalgie révolutionnaire. Ça a un côté très, et son programme aussi, un côté très années 70, le programme commun, le grand soir. 70 du siècle 19. Enfin, l'union de la gauche, tout ça. Mais ce qui est frappant, c'est que je ne pense pas que les gens, que tous ceux qui vont voter pour Jean-Luc Mélenchon le feront parce qu'ils croient que son programme peut réellement être appliqué. C'est un programme assez utopiste. C'est un programme qu'il chiffre lui-même entre 100 et 120 milliards d'euros. Et sans doute d'autres le chiffreraient plus haut que ça. Mais il a saisi le sentiment de colère sur les inégalités, sur l'inégalité croissante, la volonté de faire payer les riches, comme disent les syndicalistes français, de prendre le pognon là où il est. Et mais ça va jusqu'au confiscatoire. Vous gagnez plus de 350 000 euros par an. Je vous prends tout. Et ça plaît. Alors, évidemment, on peut se demander si c'est réaliste, si dans une démocratie avec une grande maturité comme la France, on ne pourrait pas imaginer que les gens se disent « mais attendez, c'est pas très réaliste tout ça », etc. Les gens ont envie de se faire plaisir. C'est aussi, je pense, ce que permet ce système d'élection à 2 tours, c'est-à-dire on se défoule au premier tour et au deuxième tour, on vote avec sa tête et pas avec ses tripes. En 2002, on avait voté avec ses tripes au premier tour et le résultat, c'était que Lionel Jospin était passé derrière Jean-Marie Le Pen et beaucoup de gens de gauche s'étaient mordus les doigts. Peut-être que cette fois-ci, parce que tout le monde voit que François Hollande semble être en tête ou à égalité avec Nicolas Sarkozy, on peut se permettre de nouveau de voter avec les tripes au premier tour en sachant qu'on sera tristement raisonnable au second tour. Tristement raisonnable sera pour après. Alberto Toscano, si on regarde donc Jean-Luc Mélenchon sur l'extrême gauche, Marine Le Pen sur l'extrême droite, et si on se base sur ce dernier sondage qu'on regardait ce soir, à eux deux, 30% des intentions de vote, ça représente quand même quelque chose d'assez énorme. Enfin, en tout cas, un taux... Oui, mais ce n'est pas une nouveauté. Comme Paul l'a très bien dit, c'est une tradition française. On veut dire les élections de 81, quand Mitterrand a gagné, Georges Marchais a eu le 16%. Et Mélenchon, dans la meilleure des hypothèses, aura le 15%. À mon avis, ça aura moins. Donc, l'extrême gauche, à l'élection de 2002, a frôlé les 20%. Donc, il y a un tiers de l'électorat français qui est divisé entre extrême droite et extrême gauche. C'est une partie de la France qui est dominée par un sentiment, la nostalgie, qui a du mal à s'adapter, et parfois en bonne foi, souvent en bonne foi, a du mal à s'adapter à cette mondialisation, à ce qui change. Et elle rêve d'un passé qui ne peut pas être l'avenir. Elle préfère regarder le passé que l'avenir. Et cette France se divise en 2 parties. Celle qui conjugue le sentiment de la nostalgie à l'extrême droite et celle qui le conjugue à l'extrême gauche. Mais elles ont un trait commun,
Et c'est la nostalgie, c'est ce côté anti-système, c'est ce rêve impossible de remettre la pendule de l'histoire en arrière. Certains en arrière de 20 ans, certains de plus, mais en arrière. Christian Macarian, de la nostalgie finalement, qui expliquerait ce qui étonne beaucoup à l'étranger, ce succès des candidats avec des propos relativement extrêmes. Oui, je crois aussi qu'il y a toute une série de facteurs autres qui expliquent ce succès-là. Il y a le fait que des problèmes structurels n'ont pas été résolus, que Nicolas Sarkozy a été élu en 2007 sur un mélange très fructueux pour lui, puisque sa victoire était très nette, mais de thèmes assez populistes empruntés à l'extrême droite et de promesses de pouvoir d'achat et de prospérité. Bon. Et il y a eu relativement peu de résultats sur les deux fronts. Donc il a engendré une très forte déception. Mais il me semble que Jean-Luc Mélenchon profite aussi d'un facteur extrêmement essentiel. C'est que le Parti socialiste, je l'ai dit tout à l'heure, en rappelant la carte territoriale du PS en France, qui est gigantesque, le Parti socialiste est un parti de gouvernement. C'est un parti, c'est une machine à gouverner ce pays et à tenir l'État. Dans une interview excellente donnée dans le journal allemand Focus, ou Spiegel, je ne sais plus. Hollande non, Bitterlich, okay. qui est un Allemand qui connaît très bien la France, sans doute excellemment. Il dit, nous les Allemands, nous avons une religion, c'est le Deutschmark que nous avons transformé en euro, puisque l'euro est à peu près le Deutschmark transformé, et les Français, eux, c'est l'État. Alors, Mélenchon s'adresse à cette religion-là. Évidemment, l'État peut tout faire, l'État est sain par nature, il est pur, il est chimiquement pur, il est admirable. Le reste, les fourches, tout ce qu'on vient d'entendre, la liturgie de 1789, il rappelle en lignée Hébert, Proudhon, la Commune de Paris, Jules Guesde, le Parti communiste, Georges Marchais. Il y a une ligne droite. Il utilise quelque chose qui était laissé en friche. Mais fondamentalement, cette friche, il ne peut l'exploiter, si vous voulez, la labourer de nouveau, que parce que François Hollande représente l'énarchie, l'État dans sa version la plus élitiste, un parti de gouvernement et puis aussi la social-démocratie. François Hollande n'est pas un socialiste de gauche. Donc il laisse le terrain ouvert, si vous voulez, à M. Mélenchon qui, alors s'il a une habileté, c'est celle d'avoir saisi cette opportunité, cette niche assez large, et d'avoir, avec ses petits coups, d'écarter les murs et s'être taillé un fief. Eh ben, on y reviendra dans une petite seconde, parce qu'il faut qu'on fasse une petite pause. On se retrouve très rapidement pour la deuxième partie de notre débat.